Mon nom c'est Hubert Morin, donc je fais de la sécurité pour pas mal de temps. Mes sujets de prédilection, c'est le point de site, les pistes audit, les élévations de droit, les intégrations ici, et je suis passé dans ma carrière d'éditeur, et puis quelques années maintenant, je suis passé un petit peu de côté et je fais des consultants. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est déjà faire un inventaire de toutes les méthodes d'accès à DB2. Donc, c'est assez centré sur DB2. En fait, j'ai laissé volontairement de côté DFS pour essayer de se centrer et peut-être aussi faire un sujet la prochaine sur DFS. Donc, toutes les technologies qui vont être disponibles pour aussi bien auditer la base de données que la protéger. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les web, il est vraiment important de mettre des couches de protection différentes pour rendre quand même la vie aux gens malveillants un peu plus difficile qu'ils aillent voir ailleurs. Voilà, donc première chose, on va dresser un inventaire, parce qu'avant de parler de sécurité et d'audit, il faut déjà savoir aussi de quoi on parle. On va dresser un inventaire un peu de toutes les méthodes d'accès. Donc j'ai pris la liberté de dire qu'on fait comme ça. Bon, après, chacun peut voir différent, mais voilà, je vais dire groupé. Ici, bon, on va retrouver donc le monde SSH qui est quand même très très particulier sur IBMI. On verra quand on va aborder la partie protection. On a quand même des choses qui ne sont pas disponibles pour cette partie-là. Les commandes utilisateurs, les commandes système, avec des particularités, donc les commandes interactives batch. Donc, encore une fois, c'est tout ce qui peut toucher une donnée DB2. C'est pas exhaustif. C'est vraiment, j'ai essayé vraiment de concentrer sur ce sujet-là. Quand j'ai mis des choses un petit peu en grisé, c'est parce qu'il y a des particularités. Par exemple, c'est vrai qu'avec un edit file, vous pouvez accéder à un fichier DB2, mais c'est pas vraiment idéal. Comme par exemple, si vous faites un edit file sur un fichier DB2, vous allez quand même pouvoir y accéder. Mais si vous changez des données à l'intérieur, en fait, vous ne pourrez pas le faire. Il y a des trucs un peu particuliers. Voilà, donc les vieux queries, les triggers, parce que c'est quand même un peu particulier dans le sens où il y a quand même des informations au travers du buffer qui circulent, donc c'est quand même intéressant de le mettre à part au niveau des triggers. Les programmes utilisateurs qui utilisent du SQL ou du direct, FTP client, FTP serveur, file serveur, net serveur, object connect, les commandes et les programmes qui ouvrent le monde SQL, donc ça c'est important aussi, donc ça c'est ceux qui sont standards. Mais bien sûr, vous pouvez aussi vous créer vous-même vos propres commandes. Et puis les fichiers DDM. Donc voilà, en gros, les interfaces possibles. Alors bien sûr, il y a le SQL direct. Ça, on connaît bien ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, quand on associe aussi au protocole, on a des différences après en termes de protection, notamment avec DRDA, avec SSH, avec CLI. Ça, on va pas pouvoir apporter le même niveau de protection. Donc, ça va être vraiment lié, l'ensemble des deux. Voilà. Et puis, donc, on a un petit, juste un slide sur Mapfire. Donc, il y a Gauthier qui fait une session demain là-dessus. Moi, je vais juste bosser un petit peu avec lui pour vous présenter la particularité de Mapfire et les points d'exit. Il y a quelques services IBMI qui adressent DB2. Alors, encore une fois, c'est toujours dans l'esprit de lire des données, etc. Donc là, effectivement, on pourrait imaginer avec le IFS Read de pouvoir lire un fichier DB2, mais en fait, c'est pas si simple que ça. En fait, vous pouvez le faire avec un fichier non structuré ou avec un fichier source, mais pas avec un fichier DB2. Pareil pour les commandes. Donc, il faut bien associer les commandes aussi avec les protocoles, notamment quand on parle de commandes batch et remote. Donc là, j'ai essayé de dresser aussi un inventaire de toutes les syntaxes qui permettent de faire des commandes en remote. Et puis également, ne pas oublier, vite, sensible, ne pas oublier que toute opération faite sur un fichier, que ce soit au niveau de l'objet ou au niveau de l'enregistrement, il peut être enregistré si le fichier est journalisé dans un journal. Donc, les informations qui concernent le fichier peuvent se retrouver aussi dans des récepteurs de journal. Donc, voilà, là, j'ai mis trois moyens d'accès. On le détaillera un petit peu plus aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le paysage. On va essayer toujours à chaque fois qu'on va présenter une méthode, de recentrer par rapport à tout ça et dire, voilà, ça marche pour ça marche pas pour ça, ou alors c'est compliqué pour cela, etc. Donc, on va commencer la première partie avec de l'audit. Donc, on va auditer les fichiers, puis on va voir un peu comment on peut faire.
Alors, la piste d'audit, c'est très très important. Moi, quand je fais, par exemple, j'accompagne un client pour faire une remédiation, la première chose que je fais, c'est de m'assurer qu'il ait une piste d'audit très confortable. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire que de se retrouver dans ces situations-là. Donc ça, c'est un truc que j'ai downloadé il n'y a pas longtemps. Et quand on voit qu'un quart des personnes, enfin des sociétés qui se sont fait attaquer ne savent même pas retracer ce qui s'est passé, et même il y en a plus de 50% qui se sont fait attaquer par du social engineering, c'est quand même terrible. Et des grandes entreprises, hein, Pôle emploi, si vous lisez tout ce qui s'est passé sur Pôle emploi, c'est vraiment... c'est lamentable. Ça fait peur. Donc la piste d'audit est très très importante. Donc ça, c'est la première chose à faire. Rétention minimale 3 jours, comme ça on est lundi matin, on a un problème en production, on n'a pas à chercher dans de la restauration des secteurs, on a tout en ligne, on peut quand même réagir vite. Donc la piste d'audit va nous aider à, si on fait une remédiation, notamment à pouvoir prouver que notre remédiation elle marche, ou alors justement à vérifier les effets de bord, ou qu'elle ne marche pas, ou même des trucs un petit peu plus, un peu plus bizarres. Donc, bon, sans surprise, la piste d'audit la plus importante, c'est le journal système ou un journal base de données lié au fichier. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, donc je les mets ici aussi en complément. Hein, il y a d'autres options. Mais si on se concentre sur DB2, c'est quand même, on va dire, la source la plus intéressante pour nous. J'ai essayé de recenser aussi les événements qui nous semblent intéressants à auditer. Donc, les ouvertures de fichiers. En lecture en modification, j'aime pas trop le terme ouverture en modification, c'est ouverture en modification possible. Parce que quand vous ouvrez le fichier, vous ne savez pas si vous allez modifier des enregistrements internes, on n'est pas encore là. C'est important juste de dire que c'est possible. Ce n'est pas une preuve qu'il y a eu une modif dedans. Et je mets à chaque fois donc, les codes opérations ou les types d'entrée qui correspondent pour chaque cas. Voilà, donc vous pouvez facilement retrouver en fait ce qui peut vous intéresser. Après, donc les actions au niveau des objets, donc nouvel objet, fichier en l'occurrence, suppression. Ensuite, des actions sur les attributs de fichiers. Donc, on va travailler un petit peu sur RCAP aujourd'hui, notamment. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus trop parler. C'est pourtant un sujet très intéressant. Les actions au niveau des membres, au niveau des enregistrements, les tentatives, les modifications de valeur de titre, et puis ça, lecture au niveau d'enregistrement. Bon, là, il y a toujours un petit problème ici, enfin, un gros problème, parce qu'on n'a pas de journal qui nous donne qui a lu quoi dans la base de données. C'est extrêmement difficile à avoir une piste d'audit sur la lecture des enregistrements. Donc, à l'époque, il y avait une solution, bon, elle existe toujours, elle s'appelle les triggers en lecture. C'est des triggers système, et ça impacte les performances possiblement. Et surtout, il y a des incompatibilités très fortes avec des fonctions SQL avancées comme du RCAC, comme même certaines fonctions SQL qui ne sont pas du tout compatibles avec les triggers, donc IBM déconseille de l'utiliser. Donc voilà, aujourd'hui, il faut avoir un petit peu de créativité pour imaginer comment on peut loguer des lectures. Donc, nous, à l'époque, il y a 10 ans, avec les collègues, on avait imaginé un truc basé sur du RCAC, avec une fonction sécure à l'intérieur. Bon, mais voilà, faut quand même dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bon, voilà, j'ai mentionné aussi les Authority Collection. C'est sûr que c'est aussi un élément. Alors, c'est pas comme le journal, parce que le journal, vous allez vraiment auditer chaque événement, alors qu'Authority Collection, c'est pas une base d'événements, c'est vraiment plutôt, on va dire, l'enregistrement de toutes les situations possibles. Et donc, il va se updater avec un timestamp si la même situation réapparaît à nouveau. Avec une décision du moteur de droit, enfin, Database Monitor, bien sûr, ça fait longtemps que ça existe. Et puis, les points d'exit qui permettent aussi de faire de l'audit. Comment trouver une description d'entrée de journal? Ici, c'est un display journal. Donc, je regarde un poste CO. Donc, voilà ce que me donne l'information du poste CO. Donc, comment je peux connaître le découpage de ça? J'ai 3 façons. Donc, soit je télécharge le guide, security, et donc dans le guide security, je sais pas, ça part, c'est bien. Il y a un appendice qui est dédié aux entrées de journal avec toutes les explications qui est mis à jour par version, etc. Donc là, vous pouvez faire à ça. En général, c'est ma source principale d'information. J'ai toujours un guide sécurité sur moi. Enfin,
sur mon PC en local. Voilà. Et puis ça, c'est très bien aussi parce que ça va plus loin que le simple audit système. C'est pour tous les postes de journal. Donc c'est un URL Finder, Journal Finder. Donc là, vous avez aussi toutes les informations. Sinon, vous avez aussi dans Q6 des fichiers modèles qui représentent chaque code. Bon, par exemple ici QACYCPJ5. CP, c'est pour les profils utilisateurs. Voilà. Et vous avez donc un fichier modèle qui décrit en fait l'entrée du journal. Bon, en général, il y a une notation comme ça, hein, assez vieillot, mais bon, ça fonctionne et on comprend très bien de son pas. Voilà. Alors maintenant, comment lire les postes de journal? Donc, on a des commandes à notre disposition. Voilà, donc il y a des commandes qu'on connaît, hein, display journal, receive journal entry, retrieve journal entry. Deux commandes qui sont plus spécialisées dans le journal d'audit système. On a donc la fameuse API QJO Retrieve Journal Entry et on a ensuite des services IBMI, donc le display journal qui est général et donc qui va s'appliquer à tout type de journal. Et puis on a des fonctions systools qui arrivent au fur et à mesure des TR et qui nous permettent d'avoir un découpage, on va dire, préalable. On voit aujourd'hui ce qu'on a à notre disposition comme outil pour lire un journal. Il y a vraiment de la latence sur les... Je suis désolé. Voilà, hop. Donc là, effectivement, je mets les... Alors là, je m'intéressais plus aux fonctions systools, donc j'ai fait juste un petit inventaire en fonction des TR que j'avais sous la main. Et je me suis dit, tiens, combien il y a de nouvelles opérations qui sont supportées dans le journal. Donc en 7.5, par exemple, donc voilà, il y a trois opérations, enfin trois groupes d'opérations qui ont été apportés. Donc le C3 pour la config TLS, FTP, et puis tout un tas de trucs sur Data Mirror. Par contre, si on regarde les fonctions systools qui sont amenées par les TR, donc on voit par exemple qu'en 7.3, on a 14 fonctions systools pour 79 postes de journal, et donc aujourd'hui, on en a 41 qui sont supportés. Bien sûr, les principales le sont, donc c'est quand même vachement pratique. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit aussi, c'est que la fonction systool, c'est ni plus ni moins qu'une redéfinition du display journal. Là, je l'affiche un petit bout de source d'une fonction systool pour le poste AX, par exemple, et on voit que c'est finalement une fonction... Bon, c'est sûr qu'il y a du volume, hein, mais c'est relativement simple à lire, parce qu'en fait, ça va décortiquer, et puis ça va aussi mettre des textes associés à des codes de 1 caractère, et ça va, justement, il y a un nouveau fichier système, là, QSQLJ MRI, où il y a plein de codes qui sont stockés à l'intérieur. Donc, ça veut dire que vous pourriez même, imaginons que vous ne soyez pas au même niveau de TR, vous pourriez prendre le source de ça, le créer sur votre machine et créer votre propre fonction système. Il n'y a rien qui vous en empêche. Voilà. Donc là, maintenant, on va regarder comment on manipule. Donc là, c'est quelques tips. En fait, voilà, l'idée de cette présentation, c'est que on présente un petit peu les technologies. Après, on présente surtout en SQL donc quelques exemples pour réaliser certaines opérations. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, comment auditer les ouvertures de fichiers en SQL? Bon, alors là, par exemple, je me suis dit, bon, je vais déjà me créer mon référentiel de fichiers sensibles. Je ne vais pas m'intéresser à tous les fichiers, donc mes fichiers GDPR, mes fichiers qui contiennent des coordonnées bancaires, enfin voilà, c'est mes fichiers sensibles. Donc, je vais m'intéresser à trois informations, donc la bibliothèque, bien sûr, le nom du fichier, et aussi la valeur d'audit. Donc, la valeur d'audit, c'est important de la stocker. Pourquoi? Parce que vous pourrez très bien imaginer de démarrer de l'audit de manière temporaire. Donc, imaginons que vous ayez un logiciel de disponibilité déjà installé chez vous. Ce logiciel-là, il a probablement une valeur d'origine, donc étoile change, par exemple. Et si vous voulez faire un rollback, il ne faut surtout pas revenir à étoile none. Parce que l'idée, c'est quand vous allez démarrer l'audit, vous allez aller chercher la valeur étoile all, ce qui va vous permettre d'auditer les lectures et les modifications, enfin, les ouvertures en lecture, les ouvertures en modification du fichier. Voilà, donc qu'est-ce que je dis? Voilà, donc ça c'est mon référentiel. Et puis voilà, le truc brillant d'IBM, c'est de nous avoir amené cette fonction scalaire QSEND-exec dans un select, c'est vraiment magique. C'est beau, c'est propre, c'est facile. Donc là, avec juste une instruction très simple, je vais arriver à démarrer la valeur d'audit étoile all sur l'ensemble des éléments de mon référentiel de fichiers sensibles.
avec une simplicité déconcertante. Donc, c'est vraiment génial. Avec SQL, on fait pratiquement tout. Hein. Donc, voilà un exemple ici d'intégration très facile. Donc, ça, c'est pour maintenir, en fait, pour démarrer les valeurs d'audit sur les fichiers. Une fois que la valeur d'audit est positionnée sur les fichiers, donc la valeur d'audit étoile, ça va générer donc 2 types de postes dans l'audit système, des postes ZC, c'est pour change, et ZR, R pour read. Donc, je n'aime pas trop read, c'est utilisation. Donc là, on a des fonctions de systools qui sont disponibles pour les postes ZC, ZR depuis déjà pas mal de TR. Donc, voilà, donc là, je vais initialiser mon fichier résultat de l'extraction du journal. Et puis, je vais rajouter les postes ZR, ce qui fait qu'après, derrière, je me retrouve avec un fichier qui a les ouvertures en modif et les ouvertures en lecture dans un même fichier. Enfin, c'est lui-là, voilà. Et donc, si je regarde le résultat de mon fichier, donc voilà ce que j'obtiens ici. Et donc, je peux facilement faire une requête du style, montre-moi toutes les modifications ou toutes les ouvertures, pardon, faut que je sois précis, pour lesquelles il y aurait éventuellement une modification en dehors de l'application, une modification manuelle. Par exemple, quand la bibliothèque de mon ERP, ce n'est pas des bibliothèques légitimes, donc je veux m'intéresser à ces ouvertures-là. Ou alors quand le fichier il a été ouvert pas par une interface WebSphere qui représente en fait une application de production. Là, ici, effectivement, je vais retrouver 3 informations. Ça, c'est un DFU. Et ça, c'est probablement un Start SQL. Je ne le sais pas parce qu'en fait, la commande, le niveau sur lequel la commande Start SQL a été tapée, c'est le main QCMD. Donc, je vois QCMD. Et après, modification des données dans le fichier. Donc là, on va travailler sur le journal base de données. Donc là, il n'y a pas de fonction systool sur ce journal-là. On utilise le display journal avec donc la possibilité de caster l'information. Donc soit j'utilise le cast ou j'utilise l'interprète. Donc les deux fonctionnent bien pour récupérer les postes de journal. Et donc je récupère les informations. Et là, après, qu'est-ce que je fais ici? Ah oui, je fais la même chose, sauf que là, je vais dire montre-moi tout ce qui a été réellement modifié là, cette fois-ci, puisque je suis sur le journal base de données, et tout ce qui ne correspond pas à la bibliothèque légitime ou alors à mon serveur WebSphere. Effectivement, là, je retrouve les modifications en DFU qui ont été faites là. Voilà. Et là, je vois, ça c'est l'image. Donc, je vois, donc effectivement, là, le display journal ne me donne pas de découpage. Donc, voilà, soit c'est à moi de le faire à la main, ou alors en développant des outils, ou de le faire comme ça en visuel. Voilà. Donc, si on fait un petit récap sur la partie audit, on voit bien que de toute façon, ce n'est pas une surprise. La valeur d'audit, elle est basée sur le fichier lui-même. Quand on démarre la journalisation, c'est sur le fichier. Donc, tout est couvert. C'est data-centric par design. Voilà. Question sur cette partie-là? Donc, on va regarder maintenant l'aspect protection. Donc là, c'est plus intéressant. Parce qu'il y a différentes méthodes. L'idée, c'est encore une fois d'empiler des couches indépendantes pour rendre vraiment la vie à l'attaquant ou à la personne malveillante difficile, de telle sorte que il va peut-être avoir la chance de passer une barrière, arriver à la deuxième, il va peut-être se fatiguer. Voilà. Donc, première barrière, c'est les droits. Bien sûr, les droits dans l'operating system. Chaque fichier qui est utilisé, ouvert, donc d'abord déjà par une bibliothèque, il y a une relation qui se fait entre le profil utilisateur demandeur et l'objet lui-même. On va vérifier s'il a les droits, donc c'est ce qu'on appelle le authority checking. Il est toujours testé, hein, cet authority checking. Il n'y a pas de possibilité de passer au travers, sauf qu'il y a quelques cas de cache, des choses comme ça, mais bon, à part ça, voilà. Donc on va dire une relation très simple, basique, statique, entre un profil ou éventuellement le public et un objet. Bien sûr, on peut améliorer les choses avec des emballages, des profils de groupe, des listes d'autorisation. Bon, là, je ne veux pas en fait trop détailler cette partie-là. Hein. C'est pas trop le but de la présentation. Voilà.
À savoir quand même qu'il y a l'adoption de droit qui permet d'éviter en fait un accès direct à la base de données. Si vous voulez vous assurer que l'utilisateur a les droits, uniquement les droits quand il passe par l'ERP, on peut utiliser un système d'adoption de droit qui est pratique et qui permet justement de ne pas permettre cette barrière, enfin cet accès direct. Voilà. Donc ici, en termes de protection, bien sûr, tout est couvert, ça fait partie de l'OS, là il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc là maintenant, on va rentrer dans des couches complètement différentes. Donc pour compléter la première couche qui est la relation utilisateur-objet, là on va maintenant mettre en place une deuxième couche qui est plus la relation utilisateur-protocole. Donc ça s'appelle, en français je crois que c'est fonction d'usage ou function usage. Donc, ça permettra de définir que cet utilisateur a le droit d'utiliser ce protocole. Donc, on verra que en fait, tous les protocoles ne sont pas recensés. C'est une solution un peu partielle. Donc, aujourd'hui, on peut faire avec du navigateur, du FTP, de base serveur donc pour SQL, DDM, DRDA. Ces fonctions usage ont des valeurs par défaut. Donc, ici, par exemple, la valeur par défaut allowed, ça veut dire par défaut, tout le monde peut utiliser ce protocole-là. La seule, à ma connaissance, non d'ailleurs, les seuls qui sont en denied, d'ailleurs celle-ci elle a changé il n'y a pas très longtemps. Avant elle était en allowed, ils l'ont changé dans une TR, elle est passée en denied. Donc c'est vrai que c'est comme ça que ça devrait être fait, hein, si on veut voir l'aspect sécurité. On doit ce qu'on ne connaît pas, on rejette, et puis ensuite, on va autoriser ce qu'on a envie d'autoriser. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la majeure partie des cas. Voilà, donc là, on va détailler un petit peu ça maintenant. Voilà. Donc, comment ça va fonctionner, les fonctions d'usage? Déjà, il y a deux informations et il y a deux fonctions différentes. Il y a un service différent. Il y a le function usage, c'est-à-dire les droits d'usage pour les utilisateurs, et puis la fonction info qui décrit la fonction avec ses valeurs par défaut. Si vous faites des analyses séparées entre la fonction usage et la fonction info, vous avez des risques de ne pas être très pertinent dans le résultat en fait de ce que vous voulez voir. Donc il est idéal de toujours combiner les deux. Ici, par exemple, on voit bien que les trois premières colonnes viennent de l'usage. Donc, je vois que, par exemple, l'utilisateur GM est autorisé. C'est un groupe. Non, d'ailleurs, voilà, c'est ça. Il est autorisé via le groupe GM. Voilà. Donc, ça, à cette fonction-là, QIBM, DBCKDM. Par défaut, ça, c'est maintenant les deux colonnes-là qui font partie de la fonction elle-même. Donc, par défaut, c'est allowed et used. Non, c'est l'inverse, pardon. Par défaut, c'est denied, not used. Je suis désolé. D'accord, donc c'est comme ça qu'il faut lire. Donc, il faut bien toujours avoir les deux ensemble. Et puis, là, un exemple où, justement, encore une fois, avec la fameuse fonction scalaire, on peut démarrer, dire, voilà, le groupe exploite, je vais lui donner accès à la fonction QIBM access all object job log. Donc, voilà, donc ici, j'ai la commande. Et ici, j'ai le résultat de la commande. Donc là, je la formate. C'est souvent comme ça que je fais. Je la formate d'abord, comme ça, je l'ai directement en visuel. Et puis, je fais le QCMD exec avec la même fonction tout de suite derrière. Ça me permet de voir le résultat. En général, je le mets plutôt là. J'inverse, comme ça, je vois bien qu'est-ce qui a échoué. Donc, c'est 1 quand ça a réussi et c'est -1 quand ça a échoué. Une question. Est-ce que les fonctions d'usage se substituent aux droits spéciaux ou il y a une hiérarchie par rapport justement à la vérification? Alors, ça se substitue. Alors, déjà, les droits spéciaux, il n'y a que le HoloBG. Les autres droits spéciaux ne sont pas du tout évalués en fait, dans le mécanisme de la fonction d'usage. C'est que le HoloBG, et si je reviens ici, en fait, le HoloBG, voilà. Voilà, c'est le seul droit spécial qui est pris en compte dans la règle. Ça veut dire que s'il est used, ça veut donc dire que si vous avez HoloBG, que ce soit direct ou indirect, vous allez rentrer. S'il est not used, il n'est pas évalué. C'est le seul. Voilà, et là, en action maintenant,
Donc, si j'ai envie de savoir tous les rejets de function usage, donc j'ai un code journal spécifique, c'est le code G. Enfin, d'ailleurs, il n'est pas spécifique. Il y a un petit peu plein d'autres trucs à l'intérieur. On a un sous-type dans entry type égale F qui nous focalise sur tout ce qui a trait au function usage. Donc, il faudra bien faire la combinaison entre le GR et le F pour avoir ça. Et là, je m'intéresse au usage failure. Et donc là, voilà, je récupère tous les usage failures, donc tous les rejets qui ont été lieux. Et là, comme vous voyez ici, je peux rejeter du FTP, du navigateur, il faut que j'arrête de toucher l'écran, du SQL. Là, ici, j'ai essayé de créer une permission RCAC, et donc je ne suis pas inscrit, mais ça, on la verra tout à l'heure, celle-ci, elle est un petit peu particulière. On voit que les messages en retour d'IBM sont tous différents les uns des autres, il n'y a pas de normes dans les messages. Il y a une particularité aussi, c'est sur la partie joblog. Donc, dans ce cas-là, je ne suis pas inscrit dans la fonction qui me permet d'accéder à la joblog des utilisateurs l'OBJ. Donc, j'arrive ici avec un not authorized et effectivement, IBM, lui, ne sait pas si c'est parce que je n'ai pas les droits au l'OBJ ou si c'est parce que je ne suis pas inscrit dans la fonction. Donc, en fait, il me propose juste un poste AF. Donc, c'est la particularité. Si vous voulez être exhaustif dans l'analyse des rejets, il faut aussi que vous intégriez la partie AF et le type de violation K, qui est les droits spéciaux. Voilà. Ça va? Sans descendre à un niveau, par exemple, je peux interdire, prendre la lecture SQL à un profil. Oui. Là, ici, c'est vraiment un espèce de truc très simple. C'est à la connexion. Donc là, je ne sais même pas si la personne va vraiment faire derrière. Là, on agit vraiment à la connexion. Après, sur la lecture, on va regarder après, parce qu'il y a deux autres qui peuvent faire. Voilà, donc ici maintenant, là, ça commence à être intéressant parce qu'on peut voir que la function usage, elle est vraiment très très partielle. En bleu, ça c'est ce qui est vraiment complètement couvert. Et là, je l'ai mis en orange parce que effectivement, ça va dépendre des protocoles. Donc, dans certains protocoles, on est bien couvert, dans d'autres protocoles, on est moins bien couvert. Donc voilà. Donc là, c'est très, je ne veux pas dire insatisfaisant, mais c'est vrai que moi, je me souviens à l'époque quand j'ai vu arriver les function usage, je me suis dit, on va pouvoir avoir vraiment un truc complet, mais en fait, voilà, on voit bien que ça n'a pas suivi, quoi. Donc IBM n'a pas. Et on voit aussi comment ils ont fait avec Navigator. Il y a les anciennes fonctions Navigator, les nouvelles, c'est un peu. C'est pas super clair, quoi. On a pas mal bossé là-dessus. Ah, oui. Donc, voilà. Donc, après, voilà, est-ce qu'on le recommande, est-ce qu'on ne le recommande pas? En tout cas, c'est une couche en plus, donc c'est quand même intéressant de la mentionner. Voilà, maintenant, on va parler d'une autre couche qui est malheureusement très très peu utilisée, c'est RCAC. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise RCAC dans la salle? Personne? En prod, hein, je veux dire. En fait, je retrouve à peu près le même ratio, à peu près zéro. Je crois que 2 clients qui utilisent RCAC en prod vraiment. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vraiment, là pour le coup, IBM a bien bossé, c'est une belle solution, c'est bien fait et c'est pas utilisé. Alors on va essayer d'en reparler un petit peu. Donc c'est déjà une fonction ancienne, elle est apparue en 7.2, elle coûte rien, elle est gratuite. Donc là, l'idée ici, c'est de dire que j'ai un fichier client et dans ce fichier client-là, il y a un code société. Et j'aimerais pouvoir dire que les utilisateurs de la société 1 sont cantonnés dans la société 1, société 2, société 3, etc. Donc voilà, tout ça, c'est bien sûr dans un même objet. Donc l'idée, c'est RCAC va nous permettre de créer ce qu'on appelle une permission qui va se baser sur le fichier. Donc encore une fois, là, on identifie bien les fichiers des candidats. On ne va pas faire ça sur 1000 fichiers. Hein. On va vraiment travailler sur l'éligibilité des permissions à mettre en place. On va dire sur quel fichier, et ensuite on va simplement faire une clause where qui est très facile à lire. Donc par exemple, là c'est mon code société. Si mon code société est 1, alors le groupe de mon utilisateur courant doit
1, ça veut dire c'est vrai, Verify Group. Donc, si j'appartiens au groupe 1, alors j'accède à la société 1. Ou si j'appartiens au groupe 2, alors j'accède à la société 2, la société 3, etc. Ou alors, si je suis carrément le master user, parce que je suis dans le groupe All, alors je peux accéder à toutes les sociétés. Donc voilà une permission simple à comprendre et super efficace. Je fais une modification de ma table pour activer donc cette permission et hop, c'est fini, ça marche. Donc le résultat, c'est que en fait, cette personne-là pourra accéder à l'ensemble des rangs, celle-ci que ça, etc. Donc il verra des sous-ensembles de rangs. Ce mécanisme RCAC, notamment la partie haut, mais même l'autre aussi après, c'est pareil, c'est un mécanisme complètement silencieux. Ça veut dire qu'une fois que c'est activé, on se rend compte de rien. Hein. On interroge le fichier et si je suis là, bah, je verrai que la société 1, c'est tout. En fait, je verrai difficilement s'il y a du RCAC dessus. Bon, après, si je suis administrateur, il y a des moyens de le savoir, mais sinon, je verrai strictement rien. Donc, c'est aussi indépendant des interfaces. Que je fasse un DSPPFM, un SQL, que j'utilise mon application, je dirais, peu importe, ça va s'appliquer. Voilà. Un autre truc intéressant aussi, c'est ça. Alors, tout à l'heure, on a vu que dans les function usage qu'on pouvait changer la valeur par défaut denied allow, qui ne paraît pas une bonne idée, mais ici, il n'y a pas de possibilité. Donc, par défaut, c'est rejet. Donc, si vous créez, par exemple, vous faites un alter table et vous activez Raw Access Control sans créer de permission, votre fichier, il est vide. C'est efficace. Et une fois que vous allez créer votre permission, bah là, les gens vont commencer à voir. Bon, ça intervient après l'Objective Security. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si je suis avec QCQFR, je regarde le contenu de mon fichier. Si je ne suis pas dans les règles, ben, je ne vois rien. Donc, je vois un fichier vide. C'est quand même très efficace. Le seul verrouillage qui est demandé, c'est quand je fais l'alter table. Ça veut dire qu'après, quand c'est activé, il faudra quand même que je sois très vigilant sur les manipulations des règles parce que je peux créer d'autres permissions à la volée, je peux supprimer les permissions, je peux modifier les permissions. Enfin, quand je dis je peux, il y a des contrôles, hein, mais voilà, après, il va falloir être très attentif sur qu'est-ce qui se passe derrière. Une question, c'est quelle que soit la manière dont on affiche le fichier, mais quand on l'accède au travers de c'est en fait quelle que soit la manière. Un DSPPFM, on va tout type d'opération. y compris pour un OPJ. Pardon ? Y compris pour un utilisateur OPJ, un DSPPFM, un DOM, etc. Et c'est mieux, hein, surtout grâce à ça. Par contre, il faut quand même que ce soit pris en compte par plein d'applications. Parce que si par exemple une chaîne bash avec un niveau, je peux vouloir faire des calculs, par exemple, si mon client n'est pas autorisé à telle ou telle société, je me retrouverai certainement avec des calculs sorciers. Voilà, il y a. Et franchement, là, il faut faire attention, mais en général, on va dire, si on est dans un cas normal, comme ça, l'utilisateur 1 n'aura jamais, parce qu'il fait partie du groupe 1, il est canalisé dans ses habilitations applicatives, il ne peut pas aller dans le 2, logiquement. Mais vous avez raison, hein, il faut faire attention à ça. Et il y a d'autres aspects que je vais parler après, il faut aussi faire attention, notamment des copies de fichiers. Quand vous avez un fichier R4 à son origine, un fichier R5, vous avez des règles différentes de copier des fichiers. Il faut avoir des super attention. Bon voilà, mais c'est des petits trucs à faire attention. Une fois que vous avez vraiment bien bossé le schéma, après, ça marche. Franchement, donc ça, c'était le R pour row. Maintenant, c'est le C pour colonne. R4 pour colonne. Donc, masquage d'une colonne. Donc, on voit presque que c'est deux touches distinctes parce qu'on peut utiliser R4 juste pour les rangs ou pour les colonnes. C'est pas obligé d'utiliser les deux, c'est complètement différent. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de dire que la colonne taxe, numéro de taxe, ici, je vais la masquer. Voilà. Je vais la masquer et je vais mettre une règle d'affichage pour savoir qui a le droit de l'avoir. Donc, je crée un masque sur le fichier, j'indique la colonne, c'est celle-ci, et je vais dire, alors c'est pas une close where, c'est une close case, je vais dire si mon utilisateur à ce moment-là est un master user, voilà, donc il aura le droit de voir la commande, ou si, ben, il n'est pas là, le Stéphanois, c'est dommage, c'était une blague, ou si j'habite à Saint-Étienne, ben, je m'en fous, donc je peux voir la taxe ID. Donc voilà l'exemple de masque.
qui s'affiche, qui s'applique. Et pareil, donc je fais un alter table. C'est exactement le même principe. Il faut aussi soit disponible pour l'alter table. Après, les masques, je peux jouer avec sans problème. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Non, c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est bon pour le RGPD. Bien sûr, ouais. C'est bon pour aussi quand on voit les trucs, quand on voit que dans la presse, les gens qui sont dans leur pays, ils font tous les pays, trucs, c'est pas aussi pour ça, c'est bon cinéma. Alors, le message de la commande, si je ne me rien, c'est on affiche pas ou il y en affiche la data. Non, on peut faire ce que vous voulez. On peut afficher tout, pas un petit bout. Donc, puisqu'en fait, c'est du SQL, vous manipulez les chaînes de caractères sans problème. Donc, si vous cherchez des ressources pour travailler un petit peu de SQL, ça, c'est vraiment la Bible. Moi, quand j'ai commencé, j'étais plus jeune, j'ai vraiment bossé sur ce document-là qui est très bien fait avec des exemples. Vous pouvez appliquer ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est toujours d'actualité. Franchement, prenez ce Redbook. Sinon, j'ai un de mes copains là, anglais, Eddie Chaffin, qui est client aussi, et qui, lui, a implémenté RCAC sur une grosse machine en Angleterre, avec des sociétés différentes. Donc, en fait, c'est le cas que je montrais tout à l'heure. Lui, il l'a fait en prod. Ouais. Et donc, il a partagé son expérience au IUG, qui est l'équivalent du Common France, en 2021. Et je l'ai appelé la semaine dernière et je lui ai demandé si je pouvais parler de lui et ceux qui sont intéressés. Il a fait une présentation et il est OK pour la partager avec vous si ça peut vous intéresser, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a mis les doigts dans le cambouis avec Kent Milligan, donc Lab Services, si vous connaissez, la Rochester. Donc, ils ont bossé tous les deux. Et la dégradation de performance, alors, je sais plus, je crois que c'est 2%. Donc, c'était largement en dessous de ce qu'il avait imaginé pour le bénéfice qu'il a. Donc ça, c'est intéressant. Et puis bon, après, il y a plein d'autres trucs. Bon, j'ai trouvé une présentation intéressante sur Massé de 2015 sur RK. Mais voilà, donc là, on peut quand même imaginer, OK, c'est puissant, ça a l'air bien, machin, je vois des cas d'usage. Bon, par contre, maintenant, on va parler de vigilance, donc notamment tous les cas particuliers, quand on copie, quand on sauvegarde, quand on restaure. Donc, il faut bien quand même que vous passiez du temps à étudier ça. Autant le reste, ça va vraiment être assez facile à mettre en place, ça coule de source. Autant là, faites attention, voilà, on parlait tout à l'heure des agrégations, des machins, des trucs. Voilà. Regardez bien tous les petits effets que vous pourriez avoir à côté. C'est là-dessus, en fait, qu'il faut bosser. Et l'impact sur les performances aussi, bien sûr. L'idée, c'est pas de démarrer ça sur 1000 fichiers, c'est de choisir des fichiers qui sont vraiment candidats pour ça. En général, c'est des fichiers qui sont très sollicités, évidemment. Mais bon. Voilà, donc ça, c'est une super belle solution. Donc, maintenant qu'on a parlé de ce qu'on peut faire avec, moi, je vois en tant que sécurité tous les dangers qu'il y a inhérents à ça. Parce que forcément, si à un moment donné, vous mettez en place une belle solution de sécurité et puis vous dites « OK, c'est bon, je suis tranquille », non, hein, il faut quand même voir comment les gens pourraient bricoler derrière, qu'est-ce qui peut être changé, comment je peux m'assurer que personne ne va changer les règles du jeu dans mon dos. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Et donc, il faut bien voir qui a droit à jouer avec RCAC. Donc, en fait, pour jouer avec RCAC, c'est-à-dire créer des permissions, des masques, faire l'alter table, il faut être inscrit dans une fonction, IBM, DBCKDM. Il ne faut pas nécessairement avoir les droits sur l'objet. Ça, ils l'ont fait exprès. C'est pour garantir l'indépendance des tâches. Ça veut dire que dans leur esprit, quand ils ont créé la fonction DBCKDM, c'est de dire je peux avoir un administrateur base de données avec quelqu'un de différent, vous voyez, sur un administrateur système, etc., pour essayer de balancer les droits et d'avoir une espèce d'indépendance entre les deux. Bon, dans la pratique, c'est pas aussi facile que ça, mais bon. En tout cas, c'est vrai que voilà, même QCQFR ne peut pas manipuler une permission, un masque, s'il n'est pas inscrit. Donc ça, c'est quand même intéressant de savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour jouer avec cette fonction-là? Donc voilà, ça c'est la fonction en question. Il faut que vous soyez CKDM. C'est le seul point demandé. Donc attention, hein, parce que en fait, ceux qui savent,
ça fera longtemps dans les bulletins de sécurité, que vous recevez peut-être, les élévations de droits, ça existe dans l'UBMI, et voilà, donc il y a plusieurs méthodes d'élever ses droits, donc attention, hein, quand on est au LOBJ, on peut parfois devenir CKDF, donc il faut faire attention à ça. Ah, ok. Mais voilà, c'est le seul droit spécial requis. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'on ne peut pas changer la default authority. Donc il est en denial, et quand vous essayez de le changer, il accepte. Ça, c'est bien. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que cette fonction-là vous permet? Elle vous permet d'administrer RCAC surtout. Les droits Q6.lib, j'ai mis Authority Collection, parce qu'effectivement, les trois commandes d'Authority Collection, ce qui est requis, c'est soit vous soyez au LOBJ, soit vous soyez inscrit dans cette fonction-là pour manipuler ces commandes. Voilà. Il y a une autre petite subtilité qu'on garde un petit peu plus tard dans cette fonction-là. Si vous voulez lister les permissions et les masques en cours, voilà les fichiers catalogues qui vont vous permettre de le faire. Donc ça, c'est tout ce qui est création masque, les masques et les permissions. Et ça, on va en parler tout à l'heure, c'est les dépendances. Que vous pouvez faire du langage de ça. Qui dit SQL, vous pouvez créer une fonction, utiliser une fonction et faire quelque chose de très, très élaboré, c'est possible. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'il n'y a aucun droit requis pour interroger ça. Donc ça veut dire qu'un gars qui n'a aucun droit, vraiment même pas rien, s'il arrive à accéder à une interface SQL, il peut voir, pas changer, mais il peut voir toutes les permissions, tous les masques, l'état de votre truc et tout. Donc là, malheureusement, pour ça, on n'a pas beaucoup de solutions. C'est le point d'exit. Parce qu'on ne va pas mettre des droits sur les fichiers système. Donc voilà, donc avoir en tête que c'est visible, c'est potentiellement visible pour tout le monde. Pas une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, il faut faire quelque chose. Donc voilà, il y a une grosse vigilance sur tous ces points. Voilà, maintenant, un petit peu d'SQL pour voir comment on peut auditer tout ce qui se passe. Bon, j'ai fait surtout de l'audit. Hein. Après, je n'ai pas fait de protection, mais on peut aussi protéger. Donc là, on regarde tous ceux qui sont inscrits dans QDB CKDM. Donc encore une fois, avec les usages et puis les valeurs par défaut, deny not use. Tac. Ici, c'est la partie, toujours pareil, l'audit GR, donc tout ce qui concerne la fonction QIBM DBCKDM, donc GRF, ici. Et là, je ne me suis pas simplement limité, comme tout à l'heure, avec les usage failures. J'ai regardé un peu tout ce qui pouvait se passer, donc je peux effectivement voir les changes. Ça, c'est intéressant quand on voit que quelqu'un a changé un droit qui était allowed, qui est passé ou removed, par exemple. Voilà, là, j'ai enlevé quelqu'un, de la fonction. Donc, on voit bien ce qui se passe. C'est intéressant aussi de bien auditer ça. Également, ce qui est intéressant, c'est les check usage, parce que le check usage, ça vous permet aussi de savoir qui passe par ce contrôle-là. Bon, après, c'est pas toujours intéressant, mais je trouve que c'est aussi intéressant de regarder. Donc voilà ce qui va vous permettre d'auditer la partie de la fonction. Maintenant, pour la partie RCAC. Donc ça, c'est le poste dédié à RCAC, AX. Donc il est apparu aussi en 7.2. Il est très complet, très facile à lire. On voit, enfin, voilà, alter, create. Là, est-ce que c'est un permission, un masque, quel fichier, quelle colonne? Super facile à lire. Donc personnellement, je préfère masque et permissions et l'alter table. Donc, vous pouvez faire les deux. Moi, je préfère celui-là. Voilà. Un autre truc aussi auquel il faut penser, c'est OK, bon, j'ai un fichier sous RCAC, mais quid du journal? Alors, donc si je fais maintenant un display journal sur un fichier sous RCAC, que je suis utilisateur 001, donc dans la société 1, en théorie, je ne dois pas voir autre chose. Effectivement, je vois bien en fait toutes les entrées de journal, mais je ne vois que la société 1. Je ne vois pas les autres sociétés. Not authorized. Par contre, j'ai un masque et je fais partie de la société 1, donc en théorie, je ne devrais pas voir les fameux champs masqués et je les vois quand même. Donc c'est un peu
Pour le masque, il y a un problème. Par contre, pour le RAW, c'est bon. Par contre, si j'utilise la commande display journal, alors là, il n'y a rien qui est bon. Et puis IBM ne fera rien sur le display journal. Donc là, effectivement, je suis user 1, je regarde la société 3, ah ben là, je vois tout en clair. Donc le display journal est à éviter d'utiliser les fichiers RCAP pour faire attention. Et ça, c'est très bien décrit dans le document Red Paper. Ils disent bien it's not applied to the journal receiver access. Donc c'est à vous aussi de compenser et de faire votre sécurité sur les journaux. Voilà sur ah non, j'ai encore ça, encore un petit slide. Franchement, je trouve que ça vous passe un petit peu de temps là-dessus. Voilà. Donc après, derrière sur RCAP, moi, en termes de sécurité, j'essaye toujours d'aller vers l'efficacité et la simplicité des règles. Parce qu'après, si on fait une usine à gaz, forcément, ça va être plus compliqué à maintenir, mais ça va aussi peut-être donner plein de possibilités à une personne malveillante pour s'introduire dans votre usine à gaz. Donc, c'est toujours une balance entre voilà, la souplesse et l'efficacité. Maintenant, vous pouvez utiliser des fonctions à l'intérieur. Ou même, vous pouvez connecter des triggers sur un fichier sous RCAP. Possible. La seule contrainte, enfin il y en a plusieurs, mais la principale, c'est que vous devez marquer votre fonction comme secure. Sinon, si vous allez essayer de l'utiliser, il va vous faire un rejet et il n'acceptera jamais de le faire. Donc, pour pouvoir ajouter une fonction secure, vous devez être inscrit, voilà, c'est le petit truc, dans QIBM, DB, CKDM aussi. L'option secure, c'est juste un marqueur. Il n'y a rien derrière. C'est simplement là pour dire, ah, là, c'est marqué comme secure, ça veut dire que cette fonction-là, je peux l'utiliser dans RCAP. Ici, ça, ce sont les SQL qui vous permettent d'aller interroger si vous avez des fonctions secure. Et bien sûr, la fonction elle-même, elle accède à l'ensemble des colonnes et l'ensemble des rangs. Par contre, pour le trigger, c'est différent. Le trigger accède, lui, aux colonnes masquées. Il faut quand même faire attention. Voilà. Donc, il faut quand même faire attention avec tout ça, parce qu'effectivement, voilà, si on peut éviter d'utiliser des fonctions, c'est bien. Maintenant, c'est bon? C'est intéressant ce sujet-là? Voilà, donc bon, pas de surprise, RCAP c'est valable sur l'ensemble des méthodes, puisque c'est data-centric. Voilà, on va finir par la dernière couche. Là, on voit bien, c'est pas de problème. Les points d'exit, donc là on voit bien les couches droit, les functional usage, RCAP colonne, RCAP mask, et puis les points d'exit. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'utilisateur soit vraiment bloqué par une de ces couches. La première, c'est l'idéal, mais au moins une de ces couches. Donc le point d'exit, c'est un programme. En fait, le point d'exit, c'est un hameçon, un hook en anglais, qui est proposé par l'operating system, dans lequel vous pouvez connecter un programme que vous écrivez, que vous achetez. Et ce programme va lire le buffer que le point d'exit donne et partage avec le programme, et il va permettre un code retour derrière, qui va dire je laisse passer, je ne laisse pas passer. Donc là, effectivement, avec un programme, toutes les limitations qu'on voyait tout au départ, donc on voit bien que les droits, c'est pas très puissant, les functional usage, c'est partiel, etc. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les autres méthodes. Bon là, les points d'exit, c'est vous qui faites votre propre développement, donc vous avez accès, en tout cas potentiellement, à un certain nombre de contextes. Et avec ça, vous pouvez dire, bah oui, bah là, le comportement de cette personne-là, c'est pas normal. Donc là, je ne vais pas le laisser passer. Par exemple, si je vois une personne de la compta qui est en train de faire un select sur les règles RCAP, il n'y a pas de raison. Je ne vais pas le laisser bloquer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec un programme d'exit? Donc, on peut accepter, rejeter les connexions des transactions, on peut loguer un certain nombre de choses. Vous avez accès à tout, donc vous pouvez définir qu'est-ce que vous voulez loguer. Et surtout, vous pouvez aussi déclencher des actions. Par exemple, envoyer une alerte quand quelque chose se passe, aller dans une SIEM, lancer un challenge MFA. Enfin,
peut imaginer. Et ce qui est aussi important à bien comprendre, c'est que la couche de point d'exit va vous donner une espèce de log que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Parce qu'en fait, le journal vous donnera pratiquement pas d'informations ou des informations parcellaires sur les RTP, les remote commandes, les DDM, ces trucs-là. Vous allez en trouver, mais il vous manquera toujours un petit bout. Donc ça, c'est vraiment une solution idéale pour avoir une log vraiment complète et complémentaire du journal. Bon, il y a plein de points d'exit qui sont disponibles. Quand on tape WorkRegard, quand on tape le service SQL, on en voit vraiment beaucoup. Bon, après, si on se concentre plus sur la sécurité, donc il y en a qui sont liés à l'authentification, liés aux transactions, aux commandes. Je n'ai pas le temps de détailler les sockets, le moteur SQL. Bon, il y a aussi des points d'exit exotiques. Là, ce qui est important de voir, c'est qu'on est tributaire d'IBM. Donc, IBM nous met à disposition des points. Si on n'en a pas, on n'en a pas. On ne peut pas, exemple ici, on n'a pas de points. Voilà. Donc, j'ai mis une croix rouge et j'ai mis un truc blanc pour dire qu'on peut quand même, tordant un peu le machin, bricoler un truc. Mais globalement, on n'est pas bon ici. Voilà, on n'est pas bon. Bon, forcément, les programmes utilisateurs, il n'y a pas de point d'exit, on comprend bien pourquoi. Et trigger non plus, je parle de l'exécution. Les queries, bon, il y a un peu du data monitor, mais ce n'est pas vraiment un point d'exit. Ici, on est partiel parce qu'il y a des protocoles qui ne sont pas couverts, comme DRDA par exemple, comme CLI, et pareil pour le SQL Remote. Donc, on voit encore que là, on a une couche qui est bien meilleure en termes de couverture que les functions usage, et bien meilleure aussi en termes d'éléments de contexte pour permettre de bâtir des règles, mais qui n'est pas quand même complète. Il y a quand même un peu des trous dans la raquette. Et c'est pour ça qu'IBM a fait un effort, il y a à peu près 7-8 ans, à peu près, sur un point qui s'appelle Open Database File et qui permet de dire, bon, bah, je m'en fous des protocoles, mais je vais faire en sorte d'activer un programme d'exit à chaque fois qu'un fichier sensible est ouvert. Donc, on peut même l'imaginer en combinaison avec le Kafka. Donc, voilà, là, ça peut être intéressant de dire, bah, à chaque fois que ce fichier est ouvert, c'est un fichier qui contient mes RIB, mes cartes de crédit, je sais pas, données de santé, et bien, hop, j'active un programme d'exit, et là, le programme d'exit, il va fouiller dans tout un tas d'éléments de contexte, puisque c'est vous qui le déclenchez. Et donc, vous allez pouvoir mettre les règles qui vous intéressent et dire, bah oui, ben là, dans mes stacks programmes, je considère que je ne suis pas dans l'application, donc toutes mes règles de contrôle logique qui sont apportées par l'application, ben, je suis en dehors. Donc, j'estime que je suis dans une zone grise, donc je ne laisse pas l'ouverture se faire. Vous pouvez dire ce genre de choses. C'est assez puissant et c'est très pratique pour les fichiers hautement confidentiels tout. Pour que ça fonctionne, vous avez simplement à positionner une valeur d'audit. En général, c'est étoile, parce que là, on parle de confidentialité. Une valeur d'audit sur le fichier. Et ensuite, d'inscrire le programme avec des bons paramètres dans la couche. Et ça va. Voilà. Donc là, le programme se déclenche. Donc, pareil, vous pouvez loguer, casser l'open, faire ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est un super truc. Même si on ne parle pas de l'IFS, donc en 7.5, il y a un nouveau point d'exit qui est très intéressant aussi, qui a été apporté par la personne de l'IFS, Margaret Feldman, récemment, et donc qui permet de faire exactement la même chose avec des fichiers dans l'IFS. Donc, au travers d'attributs, par exemple, vous pouvez dire, bah, tiens, tout ce qui est dans mon répertoire machin, là c'est je sais pas, des informations, des virements avec des informations bancaires, je sais pas quoi. Vous dites tout fichier nouvellement créé là-dedans, et ben automatiquement il va avoir l'attribut bien positionné qui va permettre de déclencher mon programme d'exit à chaque fois que mon fichier stream sera accéléré. Mais je peux aussi le mettre sur chaque fichier indépendamment. Donc ça aussi c'est un truc intéressant. Au niveau des performances, c'est quoi ? Sur le stream file, vous savez. L'autre, ça je sais, c'est pas mal du doigt d'accord. En général, je fais toute la distinction entre un traitement batch et un traitement. En fait, comment je peux dire ça? Étant donné que c'est bien l'ouverture du fichier, si votre application elle est bien écrite, on ne devrait pas ouvrir en permanence le fichier une fois qu'on l'a ouvert, on fait la transaction. Donc, en général,
je ne ressens pas d'effet. Maintenant, j'ai trouvé un cas où j'avais un client, un Amérique latine, qui, lui, il faisait des fermetures intempestives. Donc, chaque enregistrement, je me souviens pas pourquoi, il y avait une figure, bing, bing, bing. Donc, du coup, il y avait le batch, il a pris dans la vue, un truc énorme. Parce qu'il faisait des ouvertures de fermeture en permanence. Sinon, dans les cercles d'ouverture, moi, je n'ai pas constaté de très gros problèmes. Je vais utiliser peut-être un petit peu. C'est possible, hein. On autorisait seulement un certain user avec un certain programme à accéder aux modifications fichiers. Voilà, le reste, on autorisait facilement. Ouais. On avait fait une info. Voilà. Là, j'ai un client, il a fait ça pour une grosse banque, 160 000. Et ça tient très bien. Mais bon, après, quand même, on a copié le truc, voilà, on l'a fait sur l'environnement de test, pour s'assurer qu'il n'y a pas des cas particuliers qui nous embêteraient, mais voilà, ça tient bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc là, le point d'exit sur l'ouverture de fichier, c'est parfait puisque c'est data centré, donc là, on n'a pas de surprise. C'est bon. Sur les points d'exit, bon, moi, à titre personnel, même si c'est vrai que j'ai un petit fait pour cette technologie-là, mais franchement, je considère que c'est, dans l'époque où on vit, c'est presque quelque chose de, je ne vais pas dire indispensable, mais super utile. Alors pourquoi? Je vais juste évoquer celui-ci. Vous prenez un utilisateur, vous créez un utilisateur sur votre machine, sans droit, sans possibilité restreinte. Et vous partez du principe que le poste de travail a déjà été hacké et qu'il a réussi à installer un client SQL sur son poste. Donc, avec juste ça, il va pouvoir faire énormément de choses. Vous avez vu tout à l'heure, ce mec-là, il peut faire du R4, enfin, il peut regarder R4, et il peut regarder plein de choses. Il peut regarder R4, il peut regarder les programmes cadeaux des droits, il peut regarder les registres de points d'exit. Il peut regarder, je ne me souviens plus, mais c'est colossal le nombre de trucs. Il peut regarder des programmes, des bibliothèques. En fait, en mode découverte, on peut même aller découvrir tous les découvertes. Et donc, si vous laissez la personne découvrir, à un moment donné, il va forcément trouver la faille. Le point d'exit va vraiment assez rapidement trouver que le contexte de ce que cette personne fait n'est pas normal. Et donc, va pouvoir le barrer. Bon, c'est vrai que le terme Zero Trust, qui est apparu il y a quelques années maintenant, pour moi, je ne suis pas un grand fan des termes un peu mode machin, mais il faut reconnaître que c'est important quand même, notamment aussi, alors là maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de SolarWinds, ça vous dit quelque chose, l'histoire de SolarWinds? Juste en deux mots, c'est un gros éditeur américain de sécurité qui s'est fait hacker lui-même. Et donc, ils ont réussi à mettre une backdoor dans cette SolarWinds. Et ensuite, ils ont déployé des solutions tranquillement. Et après, les mecs, ils ont accédé à 200, 300 machines, je ne sais pas exactement combien, chez le client. Et donc, ça a été terrible parce que, pourquoi alors ça a été terrible? Parce que nous, on n'a pas été habitués à dire je ne fais pas confiance à SolarWinds, je fais confiance à SolarWinds. C'est comme ça qu'on fait avant. Alors, on voit, on va dire, un compte de service dont on a l'habitude, je ne sais pas, je dirais, un service arcade, un compte de service d'un superviseur, un Agios, je ne sais pas quoi, on laisse tranquille, ou même un NFT, qui est encore, on laisse tranquille, alors que finalement, peut-être qu'il s'est fait hacker et que là, on est en train de se faire dévaliser. Et en fait, on laisse l'autoroute ouverte parce que justement, on a des FTLA, on a tout un tas de trucs qui fait qu'on ne veut pas toucher à ça. Donc, il faut absolument qu'on applique Zero Trust aussi pour des comptes de service de ce type-là, parce qu'on n'est pas à l'abri en fait, de ce genre de choses. Et aujourd'hui, on voit pas, il y en a de plus en plus. Là, j'en ai cité trois. Donc, Go Anywhere, donc ça vous cause sûrement. Move IT, ça c'est le problème de Pôle emploi. Mais il y en a d'autres. Là, alors, je ne suis pas très bon dans le domaine Windows, mais il y a eu un truc qui s'appelle XS. Vous dites quelque chose, ça? C'est dans les zip, qui a été énorme dans le monde Windows. Pareil, un éditeur ultra connu s'est fait hacker, ils ont mis un truc dedans, et c'est parti. Donc, c'est vraiment. Voilà. Donc,
On est obligé de se rapprocher du Zero Trust aussi pour cette raison. Donc là, voilà, c'est les deux trucs qui me paraissent essentiels à dire. Voilà. Alors, un petit truc sur MapPire. Donc, il y a une session demain avec le Gauthier Dumas, si ça vous intéresse. Donc là, j'ai vu un petit peu avec lui. C'est lui qui a fait le test. Hein. Donc, c'est en technologie preview pour le moment. Pas de problème. Donc, je lui ai demandé si tu peux te connecter avec un client JavaScript et un client VS Code Python. Enfin, c'est lui qui m'a filé ça. Et puis, on a observé les job logs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, premier constat, c'est que ça passe par un QZDS ou init ou CC init, peu importe. Donc, pour nous, c'est bon. Point d'exit, ça marche. Pas de problème. Donc, pas de surprise. Par contre, si on analyse un peu plus ici, effectivement, on voit user Gauthier Dumas, from client, boum. Et oui, parce qu'en fait, MapPire, c'est un serveur qui est installé sur l'IBMI et on n'a pas l'IP du poste de travail. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les points d'exit bossent par combinaison. Hein. On veut savoir d'où tu viens et comment tu t'appelles. On a besoin de ces deux critères-là. C'est un minimum pour vraiment renforcer l'authentification. Là, on n'a plus d'où tu viens. Alors, on l'a un petit peu, mais bon, là, alors, on est en technologie preview, hein, ça peut changer. Mais là, ils ont été malins, ils ont balancé l'IP du client dans un registre SQL. Mais bon, voilà quoi. Donc, il y a quand même ce truc qu'il faut suivre. Donc, je sais que Gauthier a fait une demande d'amélioration sur cette partie-là. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Et puis, je trouve que c'est pas très consistant aussi au niveau des registres, comment ils sont remplis. Donc, ça serait bien qu'on ait quelque chose de vraiment très clair. C'est du MapPire. Quelque part. Bon, il y en a un petit peu, hein, mais bon, peut-être vraiment quelque chose de plus évident. Bon, en tout cas, le point d'exit, lui, va fonctionner. Dégradé. Et j'ai fini. Voilà, bon, après, c'est pas ma spécialité, l'encryption. D'autres méthodes. Voilà, c'est tout. 8h17. Ah non, c'est là. Juste encore un dernier. Ce slide-là, on s'est embêté à le faire. Voilà. Non, il y en a une qui va pas être contente. Parce que c'est enregistré. Donc là, ça montre en fait le multi-couche, l'utilité d'avoir des couches. Parce que la personne malveillante va vraiment faire à chaque fois des efforts énormes pour contourner la barrière. Voilà, donc si on lui met plein de barrières différentes, ça va être vraiment difficile pour lui. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, il aille voir, il lâche prise, quoi. Il aille voir une cible plus facile d'accès. Après, il y a un gros sujet, mais là on n'a pas le temps d'aborder. Très gros sujet, c'est comment, pour les administrateurs qui ont tous les pouvoirs, mais là on n'aura pas le temps de parler de ça, ça pourrait presque faire une session complète pour savoir comment on peut traiter ce cas-là des administrateurs. Effectivement, en tant qu'admin, c'est tellement simple pour nous d'aller cacher un truc et puis d'attendre, même des petites bombes logiques qui vont s'exécuter dans 2 ans, à une date aléatoire, des choses comme ça. Malheureusement, on a vu aussi que ça existe. Et ce coup-là, c'est... C'est viré. On en parle de ça, les gens passent un secteur viré qui paye des bombes. Ils payent de manière à vérifier votre information. On y va plus.